Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans le numéro 510 d'Immédiat, l'émission de décryptage des médias. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui, dans l'image de la semaine, nous revenons sur les prodiges technologiques d'Elon Musk avec le lancement d'une fusée innovante et les robots du futur. Le dossier du jour sera consacré au traitement médiatique de la présidentielle américaine avec une dynamique favorable pour Donald Trump. Les pastilles de l'info ne seront pas oubliées. Le portrait piquant du jour sera consacré à Glenn Greenwald, un journaliste lanceur d'alerte américain courageux. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, de vous abonner à la chaîne YouTube de TV Liberté et à l'infolettre disponible sur tvl.fr. C'est parti pour le immédiat numéro 510. La météo de l'info, c'est tempête dans un verre d'eau. Le procès des assistants parlementaires européens du FNRN va durer 2 mois. Les médias de grand chemin s'en délectent, matin, midi et soir. L'enjeu, savoir s'il est normal que des collaborateurs d'élus travaillent pour leurs activités partisanes ou locales et pas seulement dans les couloirs du Parlement. L'enjeu de cette affaire, c'est 3 à 4 millions d'euros. C'est beaucoup, direz-vous. Non, c'est dérisoire. Si on compare aux 4 milliards de subventions aux syndicats, aux 2 milliards de subventions aux associations immigrationnistes, aux milliards de subventions aux associations LGBTQ et féministes. Tout cet argent sert sans contrôle à des actions de propagande au profit de l'extrême gauche. Le pire, c'est que Marine Le Pen et les élus RN, qui devraient pouvoir se consacrer à chercher les 150 milliards qui manquent au budget de l'État, le déficit du budget de l'État, sont entravés par les juges pour, des queues de cerises. Image de la semaine, Elon Musk dévoile une fusée innovante et des robots du futur. Elon Musk, le Tony Stark du réel, vient encore de faire beaucoup parler de lui lors de la semaine qui vient de s'écouler. Premièrement, comme le souligne le journal Challenge, avec le vol réussi de Starship, SpaceX et Elon Musk franchit une étape révolutionnaire. Regardez ces images de ce vaisseau spatial réutilisable rattrapé par des bras mécaniques. Jean-Yves, que vous inspirent ces images? On a l'impression que les médias français minorent quelque peu la prouesse technologique. Qu'en pensez-vous? Oui, Musk est plutôt mal vu des médias français dans la mesure où c'est d'abord un défenseur de la liberté d'expression. Il pense d'ailleurs que c'est la liberté d'expression qui permet le progrès technologique. Donc la fusée et les opinions en quelque sorte politiques de Musk sont corrélées. Voilà. Oui, Musk, il relance un peu le rêve spatial. Il y a eu le rêve spatial dans les années 60-70 au moment des premiers débarquements sur la Lune, puis il y a eu le rêve spatial. Maintenant, Musk parle de Mars, c'est sans doute pas acquis, mais il fait rêver. Mais les entreprises de Musk ne s'arrêtent pas là. En si bon chemin, le génie de l'innovation a aussi présenté de nouveaux robots appelés Optimus de la marque Tesla. But fundamentally, at scale, the Optimus robot, you should be able to buy an Optimus robot. Jean-Yves, ces robots, alors, ils sont programmés pour effectuer des tâches ménagères, par exemple, et quelles implications sociétales ils pourraient avoir dans les années à venir? Alors d'abord, une observation, les robots, on en parle depuis très longtemps, c'est un mythe de la science-fiction, mais jusqu'ici, on n'a jamais vu le robot humanoïde
exister en quelque sorte. Apparemment, là, avec Musk, c'est le début du robot humanoïde. Et c'est peut-être des auxiliaires ménagers qui vont pouvoir être à disposition assez vite. Alors, ça pose effectivement la question de l'immigration, parce qu'aujourd'hui on dit oui, on a besoin de faire venir les immigrés pour les tâches que les Français ou les immigrés déjà là, d'ailleurs, je dis ça au passage, ne font pas. Faudrait peut-être réfléchir à l'évolution technologique, parce que ça me rappelle un peu ce qui s'était passé dans les années 60-70, où les industriels de l'automobile avaient fait venir massivement des ouvriers maghrébins, notamment, pour travailler dans les usines, et puis les robots de construction de voitures étaient arrivés, mais les immigrés sont restés, et si on va maintenant dans la région de Flins, de Poissy, il reste beaucoup d'immigrés, descendants d'immigrés, souvent au chômage, mais qui ne sont plus dans les usines, puisqu'ils ont été grand remplacés par les robots. Mais ce tweetos est d'accord avec vous. En commentant, je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie, mais le prix de 30 000 $ annoncé, et on est sur une petite production à prévoir des économies d'échelle, l'argument qu'il faut importer tout le tiers-monde pour les boulots ingrats sera inopérant. Et cette image de la semaine a un lien avec notre dossier du jour, puisque la présidentielle américaine, justement, Elon Musk et Donald Trump forment une alliance. Dossier du jour, dynamique Trump, les médias en panique. Trump renforce son alliance avec Elon Musk en formant un duo de choc. D'ailleurs, comme le relève le journal L'Express, Donald Trump souhaite offrir un poste de ministre à Elon Musk. Et malgré cette dynamique apparemment positive pour le candidat républicain, le traitement médiatique en France à l'égard de Trump est toujours, on pourrait le dire ainsi, défavorable. Les journalistes français, cette semaine, préférant commenter, comme le Huffington Post, Donald Trump a préféré lancer des sons plutôt que de répondre aux questions sur la présidentielle américaine. Le Point renchérit, Trump interrompt un meeting pour danser, Harris met en doute sa santé mentale. Courrier international titre de manière très neutre, n'en déplaise à Donald Trump, Kamala Harris est résistante et en excellente santé. Dans les sondages, les prédictions sont serrées. Toujours avec le risque de fraude, bien sûr, les swing states, ces États pivots, semblent pour autant basculer légèrement en faveur de Trump depuis 4 ou 5 jours. Et comme le mentionne ici France Info, on assiste à une prévision de 273 sièges pour Trump et 247 pour Harris. Je crois que Polémia a justement sorti un article. Oui, alors à ce je sujet. recommande à nos spectateurs d'aller sur le site Polémia, où il y a une étude qui vient de sortir très précise sur la situation aux États-Unis, focalisée sur ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire les États qui vont faire la bascule entre Trump et Harris. C'est très documenté à partir de tous les sondages disponibles aux États-Unis. Donc je recommande d'aller voir pour se faire une opinion. On est encore à 3 semaines de l'élection. Donc les sondages qui aujourd'hui sont clairement favorables à Trump dans les États basculent notamment. On est à 3 semaines de l'élection, donc c'est pas acquis. Et il faut effectivement, vous avez raison de le rappeler, Lucas, prendre en compte la possibilité de fraude électorale, facilitée aux États-Unis par des procédures qui sont vraiment très fragiles, pas de contrôle d'identité, vote par correspondance, et j'en passe. Et il y aura d'ailleurs, à 1 semaine de l'élection, un nouveau papier dans Polémia sur les fragilités du système électoral américain, et par conséquent la vigilance qu'il faut garder tant que les résultats ne seront pas définitivement acquis. Si les tendances sont claires dans la nuit du 6 au 7 novembre, si les tendances ne sont pas claires, on ne sait pas. On se rappelle que en 2000, il avait fallu attendre 3 semaines pour avoir le résultat, à savoir l'élection de Bush fils, contre Gore, à la suite de résultats en Floride assez douteux, on va dire. Et même la journaliste Laurence Haim, spécialiste des États-Unis et qui penche plutôt à gauche, reconnaît l'énergie, je la sens en ce moment côté Trump. Trump déplace les foules avec des gens qui arrivent à 5 heures du matin, qui sont là, qui l'attendent, qui le voient
comme un missile. Et en gros, on ne sait plus maintenant si c'est un culte. Et si ce culte, c'est 30% de gens, quoi que Donald Trump fasse, ils vont voter pour lui, ou si c'est vraiment la moitié de l'Amérique, et même peut-être plus que la moitié de l'Amérique. Oui, alors cette journaliste est assez intéressante parce que elle est effectivement clairement de sensibilité démocrate, mais elle suit la campagne sur place et elle rencontre des événements, je trouve, de manière assez objective, quoi. On a de vraies informations. Et sur Kamala Harris, et pas seulement des informations élogieuses sur Kamala Harris, et on a des informations sur la campagne de Trump, et pas seulement du dénigrement de Trump. Donc c'est assez intéressant à suivre. Et elle a été invitée d'ailleurs sur France 5, je crois, où elle a donné un point de vue plus nuancé que la majorité de ses petits camarades. Oui, la différence avec les autres journalistes français, c'est qu'elle est sur place aussi. Voilà, oui. Et dans ces conditions de difficulté pour Kamala Harris, les démocrates usent de méthodes assez douteuses. Premièrement, comme le souligne Le Figaro, Kamala Harris souhaite légaliser la marijuana à usage récréatif pour créer des opportunités pour les Noirs américains. Jean-Yves, que pensez-vous de cette brillante idée ? Je trouve que c'est quand même assez singulier comme manière de dire les choses. D'abord, pourquoi les Noirs américains auraient plus besoin d'opportunités de détente que les non-Noirs américains ? C'est très Je crois que étrange. c'est pour la vente aussi. Ah, pour la vente, oui. On constate aussi un manque de dignité de la part des démocrates. En difficulté face à Donald Trump, Kamala Harris fait voter notamment pour elle l'ex-président qu'on pourrait qualifier de mort-vivant Jimmy Carter, qui est centenaire. Regardez ces images assez gênantes dans lesquelles on voit l'ancien président alité, la bouche ouverte, visiblement en toute fin de vie. Jean-Yves, que pensez-vous de ces images ? Alors ces images, elles sont à minima malaisantes, très malaisantes. Alors évidemment, on met en avant Carter parce qu'il a été une personnalité politique importante de Géorgie et que la Géorgie est un des États clés, un des États bascules. Donc voilà, on essaye de dire aux gens, votez, regardez, même Carter, qui est plus dans un état de grande santé, il continue de voter. C'est quand même assez étrange parce que Carter a été l'un des présidents les plus catastrophiques des États-Unis pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'il était président quand il y a eu la prise d'otage par les mollahs iraniens du personnel de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Ensuite, il a essayé de récupérer, il a fait une opération militaire qui a été une catastrophe. Le mandat de Carter a été en tout point catastrophique. Je dois dire que le sortir, le malheureux, sur son fauteuil roulant, ça fait penser à une campagne quand même mal en point. Dernier exemple des basses méthodes des démocrates pour tenter d'inverser la tendance, c'est Barack Obama lui aussi qui tente de convaincre l'électorat afro-américain en déclarant, selon le Financial Times, le soutien des hommes noirs à Trump est inacceptable. Il reproche à ses frères de ne pas soutenir Kamala Harris. Heureusement que Trump n'a pas dit la même chose pour les Blancs. On aurait parlé de suprémacisme. Et s'il en fallait encore une, preuve que le système s'inquiète quant à la dynamique Trump, l'ancien président a encore été l'objet d'une tentative d'assassinat cette semaine, comme le rapporte Valeurs Actuelles. Jean-Yves, encore une fois, on n'en a pas encore beaucoup entendu parler dans les médias. Ça n'émeut pas beaucoup les médias français. Je pense que si quelqu'un griffait Kamala Harris, ça ferait beaucoup plus de bruit que ces tentatives d'assassinat à répétition. Le camp du bien envisage tous les moyens. Il envisage la propagande, il envisage la fraude. Et l'assassinat est un moyen, en quelque sorte, complémentaire. Voilà. En tout cas, c'est pas mal vu. Tenter d'assassiner Trump, ça ne choque pas beaucoup les médias français. Et face au système médiatique hostile, comme vous le soulignez, Trump est en forme quand même quand on essaye de le piéger sur l'économie. Là, c'est un journaliste Bloomberg qui étrille l'ancien président sur son programme qui pourrait augmenter l'inflation. Trump lui rétorque alors que c'est le Wall Street Journal. Ils se sont trompés sur tout. D'ailleurs, vous aussi, vous êtes trompés toute votre vie sur ces sujets. What does the Wall Street Journal know? I'm meeting with them tomorrow. What does the Wall Street Journal know? They've been wrong about everything. So have you, by the way.
You've been wrong about You're it. trying to turn this. You're trying to turn this. Ça aussi, c'est intéressant, le fait que les hommes politiques, maintenant, ne prennent pas simplement les coups donnés par les journalistes et encaissent respectueusement, mais contre-attaquent. Contre-attaque. Ça c'est tout à fait... C'était la méthode Trump dès le tout départ. à fait nouveau. C'était la méthode Trump dès le départ, mais elle se répand aussi un petit peu en France quand même. Il y a, et dans d'autres pays, il y a une... Est-ce que ça a bien réussi à Éric Zemmour, ce genre de méthode? Bah écoutez, je ne sais pas si ça a bien réussi à Éric Zemmour, mais Éric Zemmour, il a fait le bulldozer et donc il a déblayé le terrain. Voilà. Alors, est-ce que c'est lui qui occupera le terrain qu'il a déblayé ? Ben, peut-être pas, mais vous savez, ce sont rarement les troupes d'assaut qui défilent le jour de la victoire, parce qu'ils sont morts. Mais c'est pas joué encore. En tout cas, il a dégagé du terrain, voilà. Et donc, il a été infiniment utile politiquement, même si pour le moment, il n'est pas dans une situation très, très facile. Et dans un deuxième extrait, Trump, en terrain hostile, répond fermement au même intervieweur Bloomberg en rappelant le fait suivant: j'ai eu 4 ans sans inflation. So they're going to drive up interest rates. Are the investors wrong? Yeah, I had 4 years no inflation. I had 4 years no inflation. But that was when you had much. En tous les cas, comme le souligne Elon Musk, le système médiatique américain utilise les mêmes termes à chaque fois dans ses articles. Il n'y a pas beaucoup de diversité. Alors là, il s'agit du terme testy. Jean-Yves, est-ce que le système médiatique américain est pire que le système médiatique français ? Il est à la fois voisin et pire. Il est voisin parce que il y a la même partialité. Hein. Il y a la même partialité, le même wokisme, la même hostilité à tout ce qui peut être un peu identitaire ou conservateur. Donc ça, c'est comparable. Par contre, ce qui est pire en France, c'est qu'en plus, c'est les contribuables qui payent. Alors, il y a un peu d'aide publique aux médias américains, mais c'est de l'ordre de $3 par habitant, ce qui est peu. Par habitant, ça fait 210 millions de dollars. Bon. En France, les subventions publiques aux médias publics ou les subventions à la presse plus ou moins privée, c'est de l'ordre de 6 milliards d'euros. Alors si on convertit euro-dollar, ça fait en gros 30 fois plus en France. Voilà. Donc Par nombre d'habitants, c'est beaucoup moindre. Et donc voilà, donc c'est oui, mais avec un nombre d'habitants beaucoup moins élevé, bien sûr, oui. Après avoir étudié le traitement médiatique de la présidentielle américaine, place au pastis de l'info. Affaire Depardieu, manipulation de compléments d'enquête, comme le relève le journal du dimanche. Le journal a mis la main sur les procès-verbaux de 3 protagonistes à l'origine du complément d'enquête consacré à Depardieu, diffusé en décembre dernier. Témoignages imprécis, versions contradictoires, l'ensemble est accablant, je cite le JDD. La preuve de la manipulation est désormais irréfutable. On se rappelle de ce passage très contesté où on voyait l'acteur tenir des propos vulgaires et à caractère sexuel à l'encontre d'une petite fille sur un cheval. Ces propos avaient choqué la France entière. Eh bien, le montage s'avérait fallacieux. Comme le commente Stéphane Edouard, on attend le traitement que fera Libération de cette information, si tant est qu'il la relaie. Jean-Yves, est-ce que Complément d'enquête va faire face à des suites judiciaires ou au moins va faire son mea culpa ? Non, je crois pas. Je crois pas. Et il faut se méfier de compléments d'enquête parce que ce sont des méthodes de manipulation permanentes sur absolument tous les sujets. Tous les sujets, c'est des gens avec qui il ne faut pas travailler. Voilà, il ne faut pas travailler. Ou si on accepte une interview d'eux, par exemple, il faut poser comme condition la contre-interview. C'est-à-dire vous acceptez de leur parler à condition d'avoir vous-même votre propre caméra. Voilà. Et il faut faire ça. C'est une solution que je recommande à tous ceux qui ont la possibilité d'être interrogés par ces voyous des médias. C'est soit refusé, soit contre-filmé. Voilà. J'ajoute que cette affaire devrait émouvoir l'ARCOM. On attend les réactions de l'ARCOM, qui est toujours très à l'aise pour envoyer des observations à TPMP ou à CNews. On aimerait qu'ils veillent aussi un petit peu sur la neutralité et l'honnêteté du service public, mais c'est peut-être une tâche
incommensurable pour eux. Jean-Yves, il y a un autre sujet dans l'actualité qui montre le deux poids, deux mesures des médias, c'est aussi l'affaire de Kylian Mbappé. Oui, alors Kylian Mbappé a été suspecté de viol en Suède. Mais alors là, les médias n'ont pas du tout pris la même attitude que dans l'affaire Depardieu. Depardieu n'étant d'ailleurs pas poursuivi pour les mêmes matières. Mais là, ils sont tout de suite venus en défense de Kylian Mbappé. Bon, objectivement, dans ces affaires-là, la prudence s'impose. Hein. Voilà, la prudence s'impose parce que les dénonciations calomnieuses, ça peut exister. Mais ça peut exister pour Kylian Mbappé, ça peut aussi exister pour Depardieu. Simplement, dans un cas, les médias chargent parce que Depardieu, il est franchouillard, il est plutôt conservateur ou réputé tel, et Mbappé, c'est le petit dieu du football. Deuxième pastille, Doliprane, vers une vente du fleuron français. Le groupe Sanofi a choisi de se séparer d'Opella, sa filiale qui produit les médicaments grand public, et en particulier Doliprane. Le fonds américain CDNR a été choisi comme repreneur, un choix qui interpelle certains acteurs politiques soucieux de la souveraineté. Notamment après une enquête de Mediapart, l'affaire Doliprane devient une gigantesque affaire d'État qui implique jusqu'au cou la Macronie. Et comme le souligne cette caricature de Boulevard Voltaire, ici relayée par Souveraine Tech, ce qui est bien chez les Frenchies, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont un truc rentable, ils préfèrent en faire profiter les autres. Jean-Yves, pourquoi nos gouvernants démantèlent l'économie française et pourquoi les médias ne s'en émeuvent pas ? Parce que Macron a été mis en place quand même par un système mondialiste, c'est-à-dire que des financiers mondialistes et des médias, eux aussi propriétés d'oligarques mondialistes, et qu'au fond, le mandat de Macron, peut-être pas vis-à-vis des électeurs, mais les électeurs, le mandat de Macron, c'est de brader. Voilà. La dette, de ce point de vue-là, l'endettement de la France est un élément important, puisque à chaque fois qu'on a un déficit public, il faut emprunter. À chaque fois qu'on a un déficit de la balance commerciale, il faut vendre des actifs. Voilà. Donc, il faut bien savoir qu'à partir du moment où les Français vivent au-dessus de leurs moyens, et que Macron les aide un peu à faire ça, eh bien, c'est la souveraineté française qui disparaît, qui est bradée. Et cela permet d'étendre un peu le sujet que certains considèrent comme une trahison de l'État dans le démantèlement de notre économie, comme le pointe du doigt sur BFM TV le président du RN. Budget 2025, Jordan Bardella accuse la Macronie d'avoir dissimulé la réalité de la dérive budgétaire. Ainsi, cette situation interroge quand même. L'ancien ministre Le Maire, resté en place 7 ans, a-t-il dissimulé des choses ? C'est ce que laissent supposer certains. Et en tous les cas, Bruno Le Maire poste sur son compte X. Une commission d'enquête parlementaire a été mise en place. Je me tiens à sa disposition. Il a intérêt, parce qu'une commission parlementaire, vous êtes convoqué, vous n'avez pas le droit de ne pas y aller. Et vous parlez, c'est un peu à l'américaine, là, vous parlez sous serment. Et si vous mentez sous serment, vous pouvez être poursuivi. Il y a déjà eu des poursuites et des condamnations. Donc le maire, il a intérêt à faire attention. Mais ce qui est certain, c'est que les finances publiques sont gérées de manière contestable depuis bien des années. Comme le souligne Destination Télé, Gérard Darmanin bénéficie de 12 gardes du corps et 3 voitures. Et Gabriel Attal bénéficie quant à lui de 2 chauffeurs avec voiture de fonction à vie. Je rappelle qu'il a seulement 35 ans. Ça va faire beaucoup d'argent public. Ah oui. Et puis alors, si vous pouvez me dire ce qu'il a fait pendant les 6 mois où il a été Premier ministre, à part laisser filer le déficit et camoufler les comptes, je vois pas bien. On a encore ces chiffres relayés par Destination Télé. C'est quand même... Je veux dire, si on veut avoir une idée de l'abaissement de la France, on regarde ces 2 personnages, quoi. Mais sur ces dépenses publiques, justement, Michel Barnier et Rachida Dati ont décidé d'augmenter le budget de France TV de 25 millions en 2025, soit 7 millions d'euros par jour. Jean-Yves, il me semble que ce sera justement un peu l'objet du prochain colloque de Polémia. Alors, le prochain colloque de Polémia, le forum de Polémia, qui aura lieu le 16 novembre, le samedi 16 novembre, est consacré aux dépenses nuisibles. Alors, il faut bien comprendre la différence entre la dépense inutile au somptuaire
et la dépense nuisible. Les dépenses de propagande, par exemple, sont des dépenses nuisibles. Les dépenses d'immigration sont des dépenses nuisibles. Beaucoup de dépenses de transition énergétique aussi. Et donc, on va aborder cela pendant toute une journée avec de très bons experts, anciens préfets, ambassadeurs, spécialistes de l'énergie, parlementaires européens. On va aborder ça avec des vrais experts et on va montrer tout ce qui, dans le budget, pourrait permettre des économies et des économies utiles en supprimant tout simplement des dépenses nuisibles. Troisième pastille, Zemmour adapte le suicide français pour Canal+. Selon Le Parisien, 10 ans après la sortie de son livre, Éric Zemmour prépare l'adaptation télévisuelle pour le groupe Canal+. La mini-série documentaire sera composée de 4 épisodes de 52 minutes. Jean-Yves, alors on sait, Bolloré est assez proche d'Éric Zemmour. C'est rare qu'un politique produise de tels contenus pour la télévision. Ça va changer de France 2 ? Alors, je pense que là, c'est plutôt comme essayiste que Zemmour va produire ce documentaire. Et je pense que c'est tout à fait intéressant, parce que le suicide français, c'est aussi une histoire de la politique et de l'idéologie française au cours des 60 dernières années, on va dire. Et donc, ça va être un documentaire historique. Et je pense que ça va être tout à fait intéressant, comme le livre l'avait été. Et c'est un peu, effectivement, là aussi, un changement de paradigme, parce que jusqu'ici, tout ce qui est documentaire, c'est toujours bien convenu, bien conforme. Là, ça va quand même secouer un peu, je pense. Quatrième pastille, Emily in Kaboul. Sur RMC, le plateau des grandes gueules s'est lâché dans un extrait. Écoutez. Pourquoi ils font pas Émilie Cavaillon? Je sais pas, ça pourrait Michel Barnier a Émilie Kaboul. J'aimerais bien voir Émilie Kaboul. Ça va durer un épisode. Hein. Je ne sais même pas s'il faut faire un épisode. Émilie Kaboul, tournée à Trappes. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour faire le tournage. Et en réaction, la ville de Trappes, sans doute vexée qu'on lui rappelle le réel, a annoncé avoir saisi l'Arcom, comme nous l'apprend le JDD. Et Jean-Yves, parfois les médias se lâchent, même si c'est rare. Est-ce que la parole se libère ? Oui. La parole se libère, ça fait partie. Dans les mouvements, les plaques tectoniques bougent. Voilà. C'est-à-dire que la parole se libère, elle s'est d'abord libérée depuis les médias alternatifs, les réseaux sociaux, puis les médias de transition, et maintenant elle atteint des médias plus grand public. Voilà. Donc il y a vraiment une libération de la parole. Ça n'est qu'un début. Continuons le combat. Dernière pastille, les bobo-boomers aiment l'immigration. On a assisté à une scène assez lunaire, on croirait voir des acteurs tant les personnages sont caricaturaux, quand le journaliste Vincent Lapierre interroge 2 passants sur l'immigration. L'immigration est une chance pour la France. Eh ben, c'est pas une malchance, en tout cas. J'aimerais qu'il y en ait davantage. C'est vrai. Alors, on a vu que le nouveau ministre de l'Intérieur, Retailleau, a dit que ce n'était pas une chance pour la France. Nous, on a bien compris, c'est un rat. Il faudrait mettre à la poubelle rapidement, lui. Pourquoi l'immigration est-elle une chance pour la France, selon vous ? Eh ben, parce que les brassages, c'est toujours très bien. Vive le métissage. Voilà, les mariages mixtes, c'est formidable. Jean-Yves, alors il y a tout, l'accent snob, la tenue de bobo, les propos déconnectés. Est-ce que ce sont vraiment des gens lambda interviewés ici ? C'est des bourgeois intellectuels lambda. C'est des bourgeois intellectuels lambda. Le personnage de genre masculin, vous voyez, je parle politiquement correct, le personnage de genre masculin a été au Parti communiste dans les années 70 quand c'était assez tendance, puis il l'a quitté dans les années 80 quand c'était moins tendance, et puis alors il collabore au Nouvel Observateur, au Monde, et surtout au service public, France Culture en autres, c'est un cultureux, tout simplement. Voilà. Bravo à Vincent Lapierre pour ce bon travail. On arrive déjà au terme de ce immédiat numéro 510. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube de TV Liberté et à l'infolettre disponible sur tvl.fr. On ne se quitte pas sans le portrait piquant du jour consacré à Glenn Greenwald, un journaliste lanceur d'alerte, américain et courageux. Passons du côté des lanceurs d'alerte avec l'américain Glenn Greenwald. Un profil à la fois original et courageux. Glenn Greenwald, c'est depuis plus de 20 ans
dédié à la défense de la Constitution américaine et de ses garanties en matière de liberté individuelle. Il est un dénonciateur féroce des libéraux libertaires américains, complices des démocrates et des agences de renseignement. Exilé au Brésil depuis 2005, il contribue à la fuite de secrets d'État américains dans le sillage de l'affaire Snowden qu'il a chapeauté. Glenn Greenwald naît en 1967 à New York, puis grandit en Floride. Issu d'une famille modeste, il admire son grand-père Louis Greenwald, qu'il définit, je cite, comme un vieux juif socialiste. Études de philosophie à l'université George Washington, suivi par un cursus en droit à l'université de New York. Durant ces années, Glenn Greenwald est connu comme un activiste homosexuel notoire. Après avoir confondé son cabinet d'avocats en 1996, il constate que le régime judiciaire américain post-11 septembre se veut de plus en plus liberticide. Il s'expatrie au Brésil en 2005, où il réside encore aujourd'hui. Mi-2012, il intègre le quotidien britannique The Guardian et rencontre en mai 2013 Edward Snowden, alors un jeune analyste de la NSA qui détient des informations classées portant sur des écoutes illégales des agences de renseignement américaines. Il décide d'orchestrer la révélation publique de ces données. Ce vaste système d'espionnage qui met illégalement sur écoute au moins 120 millions d'Américains est révélé en juin 2013. De nombreuses révélations sont faites dans les semaines suivantes. Mise sur écoute de missions diplomatiques européennes, le programme PRISM qui collecte les emails, les textos et les autres données de citoyens américains et étrangers avec le concours de qui? De Yahoo, de Google et d'Apple. Ces révélations ont un impact politique et médiatique majeur à travers le monde. En février 2014, il devient le directeur de The Intercept, un site d'actualité spécialisé dans les affaires liées aux actions d'espionnage mises en œuvre par les États-Unis. Mais il n'est pas uniquement craint du gouvernement américain. Et il est l'objet d'attaques du président Bolsonaro et de ses partisans au Brésil. En octobre 2020, ça c'est intéressant, il se résigne à quitter The Intercept, suite à la décision de la rédaction de censurer la divulgation de documents et de photos issus du disque dur de l'ordinateur d'Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Ces documents prouvent que le fils du vice-président aurait monnayé l'accès à son père alors qu'il siégeait au conseil exécutif de la société d'exploitation d'hydrocarbures Burisma en Ukraine. Ce souhait de retirer tous les passages critiques de l'enquête à l'égard de Joe Biden, simplement à quelques jours de l'élection présidentielle, convainc Greenwald de passer la main. Terminons par une citation. La religion centrale des libéraux américains est devenue la censure. Réduire au silence, déprogrammer et surtout empêcher leurs adversaires d'être entendus est maintenant leur objectif prioritaire, leur arme de choix. Cette citation est d'avril 2022. On ne peut pas dire qu'en 2024, la situation ait beaucoup changé.